Bonsoir, nous sommes le 12 septembre 2023, sur Terre, précisément à Lutry. Aujourd'hui, si je me permets de vous sortir de votre quotidien, c'est que j'aimerais vous parler d'une femme qui, comme pour la plupart d'entre nous, voudrait laisser une marque de son passage à travers ce monde. Elle s'appelle Mylène Farmer. Elle aura bientôt 40 ans de carrière, elle a 62 ans au jour d'aujourd'hui. Elle est née le 12 septembre 1961, signe du zodiaque Vierge. Mylène Farmer, de son vrai nom, Marie-Hélène Gauthier. Oui, vous avez bien entendu, Marie-Hélène Gauthier. Ce n'est pas Mylène Gauthier, ou Marie-Jeanne Gauthier, ou Germaine Gauthier, non. C'est Marie-Hélène Gauthier, que les choses soient bien claires une bonne fois pour toutes. On remet les pendules à l'heure, on met les points sur les i. Parce que même mes confrères youtubeurs, avec tout le respect que j'ai pour eux et pour leur travail, ne connaissent pas sa véritable identité. Je dis confrères parce qu'il me semble que moi aussi, quand j'ai décidé de parler au public, quand je ne chante pas, que je ne fais pas de la batterie, faire de la batterie et chanter en même temps, des vidéos musicales quoi, je suis considéré comme un youtubeur. Donc, je disais, Marie-Hélène Gauthier, née au Québec, Canada, avec des parents français qui, quelques années après, 8 ans après, ont décidé de retourner à Paname, la capitale de la France, Paris. Un besoin d'un retour au pays depuis la naissance de leur adorable fille Marie-Hélène. J'ai peut-être une explication, car elle-même ment sur son identité. Petite fille, elle n'aimait pas son accent canadien. C'est possible, c'est fort possible, même vraisemblable, qu'elle se faisait moquer par ses camarades d'école. Par ce fait, elle a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer dans la France. Et vous savez comment les enfants sont cruels à cet âge-là. Alors ses parents lui ont payé un coach linguistique pour lui réduire et enlever cet accent canadien. Ça, c'est des explications, des informations de sources sûres. Le deuxième point, dans un reportage des années 80, elle ment sur son identité. Je pense que, tout simplement, et c'est pour ça que je dis que c'est le deuxième point, c'est une hypothèse de ma part, mais je ne pense pas que je me trompe. Ce serait une vérification à faire. Mais si son passé a été si douloureux, parce que si vous regardez ces reportages, les journalistes ne sont pas très respectueux avec elle. Si vous êtes fan de Mylène Farmer, vous devriez savoir. Ou alors, prenez le temps de jeter un coup d'œil à votre idole. Sur YouTube, bien sûr. Et vous constaterez que je n'invente rien. Donc, mon hypothèse, c'est qu'elle a honte de son prénom ou qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse par son prénom. Elle n'est jamais retournée au Canada et ses camarades d'école de France, devenus des juges, des plombiers, des architectes ou des cas sociaux, lui ont peut-être tellement blessé de son amour-propre qu'elle cache sa véritable identité. Les journalistes, présentateurs ont une certaine raillerie envers elle, ce que, sincèrement, je ne comprends pas. Ils voient cette jolie brune aux yeux châtains, cette Canadienne qui débarque en France avec une ambition qui dépasse l'entendement. On approfondira un peu plus ce sujet un peu plus tard.
car jusqu'à maintenant c'était une introduction, un avant-propos, installer la magie et mon univers pour faire découvrir l'univers de Mylène Farmer. Si vous êtes des vrais fans de Mylène Farmer, vous êtes là, en ce moment-là, vous m'écoutez. Les autres, et malgré que j'aurais éveillé la curiosité, les autres n'ont pas le temps, ils n'ont jamais le temps les autres. Mais si tu es là, toi, à m'écouter, je t'invite à t'installer confortablement, car nous allons arriver au vif du sujet. Je n'ai pas besoin de capter votre attention, car cette vidéo, vous pouvez la voir et revoir. Cette vidéo, c'est ta vidéo. Pas comme si d'habitude, ce que je fais, mes paroles écrites sur un support, car je suis écrivain. À la base, moi, ma première expression artistique, avant que vous connaissiez ma bobine, j'étais dans l'ombre, dans les ténèbres. Quand vous lisez un livre, on ne voit pas l'auteur. C'est la même chose qu'un film, et c'est seulement vers la fin qu'on s'étonne de tout ce monde qu'il faut pour réaliser ses œuvres. Bien sûr, livre et film sont deux choses différentes, mais ce que je veux dire par là, c'est quand vous regardez un film, vous ne voyez pas le réalisateur. Et quand vous lisez un livre, vous ne voyez pas non plus l'auteur. Vous voyez en fait l'œuvre qu'il a fait. Pas ce qu'il est caché, vous comprenez. C'est deux choses différentes. Mais j'ai plus de 30 ans d'expérience à travers mes œuvres, cachées derrière mes œuvres. Et ça fait aussi 30 ans que je viens titiller vos émotions, vous faire rire, vous apaiser, vous faire pleurer. Cette ambition que Mylène Farmer, encore adolescente, ne l'avait pas encore affûtée. Marie-Hélène Gauthier a fini sa scolarité. Je vous laisse le temps encore d'être bien assis ou couché sur votre lit. En fait, vous faites ce que vous voulez, mais si tu es toujours là, c'est que tu es vraiment un fan de Mylène Farmer. D'ailleurs, maintenant, je l'appelle Mylène Farmer. Car si un jour, par hasard, elle tomberait sur ma vidéo, je ne voudrais surtout pas l'offenser. Donc je vais l'appeler par son prénom. Nous allons commencer à comprendre comment cette femme est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis moi-même fan de Mylène Farmer, mais à un niveau très très haut. Je suis fan de Mylène Farmer et à un niveau très très haut, oui. On en rediscutera de ça un peu plus tard, car pour la naissance d'une star, pour vous expliquer que Mylène est devenue une jeune femme de 18 ans, je dois vous expliquer ça avec passion. Mylène Farmer, bien sûr, elle ne s'appelait pas encore ainsi, mais vous avez compris, Mylène est une jeune femme comme toutes les autres femmes. Elle termine le lycée, il faut pouvoir s'acheter à manger, à boire, avoir quand même un pouvoir d'achat. Alors déjà, à 18 ans, elle se dit, j'ai envie de devenir actrice, ou en tout cas, faire un travail artistique. Elle ne sait pas encore dans quelle direction elle veut aller. Elle ne sait pas du tout encore. Juste seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle veut travailler dans quelque chose d'artistique. Alors elle commence à entamer une carrière théâtrale. Elle n'a plus envie d'être devant l'écran, mais elle veut être dans l'écran.
Elle a plus envie qu'on la regarde que de regarder. Parler de carrière, encore maintenant, c'est un grand mot. Mais grâce à des équipes du théâtre, d'être déjà dans ce monde, elle s'approche gentiment de ses rêves de petite fille. Elle est justement dans ce milieu propice où elle va commencer à jouer dans des publicités, des petits boulots de mannequin publicitaire. Si vous cherchez bien sur YouTube, vous pouvez les retrouver. Elle fait son travail, elle travaille comme tout le monde. Pendant ce temps-là, Jérôme Dahan, jeune auteur, compositeur et interprète français, il a écrit une chanson. Et il veut pas la chanter lui-même. Il rencontre un jour Mylène Farmer, Mylène, quoi, et lui propose à Mylène de chanter sa chanson. Cette chanson, elle s'intitule « On est tous des imbéciles ». Jérôme Dahan a écrit les paroles, composé la musique. C'est lui aussi qui est producteur. Alors Mylène interprète cette chanson. Lui et elle sortent un single. Le support est sous forme de vinyle, 45 tours. C'est une sorte d'assiette noire avec une aiguille qui passe dans des sillons circulaires et qui émet le son. Là maintenant, nous sommes en janvier 1984. Jérôme et Mylène signent un contrat avec une maison de disques qui s'appelle RCA, la Radio Corporation of America. C'est une société pour accueillir des artistes. Déjà, cette société, elle est déjà active depuis 1950. C'est la même année où une nouvelle sorte de musique venait d'être créée, issue du jazz, le rock'n'roll. Et Elvis Presley était passé par là aussi. Pour une raison que l'on ignore, la RCA refusa de mettre le moindre centime, c'est-à-dire pour le budget, pour la réalisation d'un clip vidéo. Le single « On est tous des imbéciles » a malheureusement été un échec commercial. Ils auront quand même vendu 40 000 exemplaires, mais cela ne suffit pas. Il existe pourtant un clip qu'on peut retrouver évidemment sur YouTube, mais après cet échec, cela marquera la fin du contrat avec Mylène et la RCA. Mais c'est là maintenant que cela devient vraiment intéressant. Pendant ce temps-là, un certain Laurent Boutonnat, jeune producteur, auteur, compositeur et réalisateur français, rempli de motivation et d'idées, rencontre Jérôme Dahan, se lie d'amitié, et c'est là qu'en fait, ce que Jérôme avait gardé dans sa poche, une autre écriture d'une chanson qui s'intitule « Maman a tort ». Laurent Boutonnat a lui aussi écrit des chansons, et ce dernier, il organise un casting de musique, de chant, précisément, de chant précisément. Et à l'audition, bien sûr, Mylène est présente. Elle chante Maman a tort. Maman a tort, c'est, si vous voulez, c'est une cantine. C'est une chanson facile à chanter, comme par exemple Au clair de la lune. Un enfant peut la chanter. Elle ne représente aucune difficulté. Maman a tort, c'est l'histoire
l'histoire de la chanson, c'est une petite fille internée dans un hôpital qui tombe amoureuse de son infirmière. Malgré que cette chanson est facile à chanter, pour Mylène en tout cas, qui est motivée, une motivation à soulever des montagnes. Pendant l'audition, Laurent Boutonnat remarqua une chose. Il remarqua l'incroyable voix que Mylène Farmer a. Et je peux vous dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Pour se situer dans le temps, là, en ce moment, nous sommes en 1984. Jérôme Daon et Laurent Boutonnat travaillent sur la chanson Maman a tort. Laurent compose la musique et bientôt le single sort. Mylène chante, ça aura fait un petit peu de bruit, un mini succès. Il y a quand même une vente de 100 000 exemplaires. Mais vous savez, pour percer dans le monde de la musique, il faut beaucoup de patience déjà. Et il en faut. Marie-Hélène Gauthier, pardonnez-moi, Mylène Farmer choisit son nom d'artiste en hommage à l'actrice américaine France Farmer, actrice alcoolique et qui finira lobotomisée. C'est étrange de choisir en hommage une telle actrice, mais justement, l'étrange, tout ce qui est étrange, une sorte de souffrance invisible, de désespoir, d'une détresse, d'une barbarie qu'est la lobotomie. Et cet immense amour pour son prochain, parce que Mylène Farmer a un immense amour pour son prochain. Tout fait partie d'un mélange que Mylène Farmer va entretenir tout le long de sa carrière. Un gothisme Farmer, qui fait étrangement penser aussi au réalisateur Tim Burton. C'est à partir de là qu'on peut qualifier son activité de carrière de chanteuse. 1985, Laurent Boutonnat, Jérôme Daon et Mylène Farmer, et un petit coup de main de Jean-Claude Dequéan, auteur, compositeur français, qui composera la musique de Libertine. Laurent Boutonnat, avec Mylène Farmer, prépare leur futur album. Pour Mylène, Laurent est son meilleur collaborateur. Et parmi toutes les chansons de Laurent Boutonnat, parce que Laurent Boutonnat, il écrivit justement les chansons. Donc il y a Libertine, Vieux Bouc, Chloé, Well Never Die et Greta. Toutes des chansons, il faut dire, assez lugubres. Chloé, Well Never Die, par exemple, sont funèbres. Chloé, l'histoire de la chanson, c'est une petite fille qui se noie. Well Never Die. Je crois qu'on dit Well Never Die. Un garçon, l'histoire d'un garçon qui meurt dans un désert. Greta, c'est un hommage à une actrice américaine qui finit tristement sa carrière. Vieux Bouc, représentation de cet animal considéré comme impur, qui est un signe de malédiction et symbolise le diable. En même temps, c'est une métaphore d'un homme tout le temps en érection. Et le pire, dans les métaphores, la plus difficile, je dirais, à interpréter, c'est Libertine. Non mais,
Non mais, réfléchissez une minute. Mylène Farmer, qui n'est pas du tout une Marie couche-toi là, qui est une jeune femme respectable déjà. Et elle est timide, fragile et timide. Et qu'elle va devoir chanter libertine. Je suis libertine, je suis une catin. Mais ce n'est pas pour, mais c'est pas pour autant que, justement, pour revenir à cette ambition, que tous les artistes doivent travailler sur eux-mêmes pour réussir à percer. C'est-à-dire qu'un chanteur, même par exemple un chanteur dans YouTube, qui se fait incendier par des spectateurs, qui se fait insulter, il va continuer à chanter. Pourquoi il va continuer à chanter? Déjà pas parce qu'il aime ce qu'il fait, et il a cette ambition de continuer, quoi qu'il arrive. C'est ça que, justement, tous les artistes ont cette ambition. Alors, il y a aussi, surtout pour Mylène Farmer, l'ambition surtout, bien sûr, l'ambition de percer. Elle assume complètement cette chanson, d'interpréter les textes de Boutonnat, tous les textes de Boutonnat, Libertine, tous les autres, toutes les chansons. Mais Mylène Farmer, elle se dit, j'interprète ces chansons, j'interprète les chansons à Laurent. Pourquoi pas moi aussi, je pourrais pas écrire une chanson ou deux ou trois. Alors, venant d'elle, elle écrivit les chansons qui feront partie de l'album, bien sûr. Enfin, je dis l'album, on est encore à l'époque du vinyle, hein. Mais pas pour bien longtemps. Il y aura bientôt l'invention, pardon. Il y aura bientôt l'invention de la cassette audio. Donc, je disais, elle a écrit de sa main 3 chansons. Au bout de la nuit, Tristana et Plus grandir. Ça fait 3. Et si vous observez bien, ou plutôt en analysant bien ces 3 chansons, on va les analyser ensemble. Elles ont un style différent des autres, c'est-à-dire ces 3 chansons, le style est différent des chansons, des textes des chansons de Boutonnat. Au bout de la nuit, c'est la première chanson que Mylène Farmer a écrite de sa main. C'est une magnifique chanson d'amour. Tristana, elle parle en fait d'elle-même. Elle est téméraire, ambitieuse. D'ailleurs, les paroles dans la chanson Tristana, elle dit « Triste, elle est prête à tout, pour rien, pour tout. » Elle est prête à chanter des chansons décadentes pour arriver au bout de ses rêves. Et le troisième est plus grandir, logique quoi, la peur de grandir, la peur de souffrir. Donc, souvenez-vous, nous sommes en 1985. Le single Plus grandir marche bien, 50 000 exemplaires, mais ça ne perce pas. Ça perce, mais pas beaucoup, pas encore. Mylène Farmer signe un nouveau contrat avec Polydor, début 86. Polydor, je vais vous montrer ensuite quelque chose. L'album, donc en début 86, l'album Cendre de Lune, premier album studio de Mylène Farmer, bien sûr sous forme de vinyle et cassette audio. Alors, cassette audio, alors ne paniquez pas, hein, les plus jeunes qui me regardent ma vidéo, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une cassette audio. Une cassette audio, à l'époque, c'était comme ça. Vous avez un étui en plastique pour protéger de la poussière ou des impuretés. Hein.
Donc là, j'ai enlevé la fourre parce que ça, en fait, c'est pas une cassette de Mylène Farmer, c'est un autre. C'est pour vous montrer comment c'est. Donc là, vous voyez, tac. Ça, je peux vous dire que c'était quand même une incroyable belle invention. Parce que plus tard, dans les années plus tard, il y a eu l'invention du CD, c'est-à-dire le CD. Là, je vais vous montrer aussi le CD. Ça, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est une incroyable invention. Vous voyez, vous aviez une bande magnétique qui se déroule et se renroule de l'autre côté. Et bien sûr, le lecteur avec une tête qui venait appuyer ici. Et ça diffusait le son. C'était vraiment une belle invention. C'est ça que je voulais dire, c'est que comparé à il y a 15 ans après, c'est-à-dire 15 ans après, ça a été remplacé par ça. Et le problème, c'est que le CD, là, il n'y est pas. Le CD, il se rayait facilement. Et c'est fragile, beaucoup plus fragile que ça. Ça, c'était vraiment du solide. Enfin, voilà. Enfin, c'est comme ça. Hein. Alors, pour la chanson Maman a tort, Laurent Boutonnat l'a remixée spécialement pour l'album. Et malheureusement, ça ne marche pas comme il voulait. Je vais vous expliquer. Mais pour ça, je suis obligé de matérialiser. Ah, je voulais vous montrer encore une. À l'époque, quand on voulait enrouler, rembobiner, on appuyait pas sur un bouton, quoi que ce soit, on prenait un stylo et on mettait dedans comme ça. Et on tournait, on pouvait rebobiner la cassette. Donc, non, je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que c'est le plus facile. Ouais, vraiment le plus facile, c'est que je vous montre justement. Je prends une feuille de papier. Alors, imaginons, ça c'est la feuille de papier. Hein. Imaginons que la feuille de papier, c'est une barrière, une frontière, une toile, si vous voulez, comme une toile. Normalement invisible, mais pour l'explication, enfin vous comprenez. Tout ce qu'il y a dessous, de la toile, de cette barrière, tout ce qu'il y a dessous, c'est l'anonymat, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est vous, c'est moi aussi. Oui, au pays où je suis, je ne vis pas de ma plume. Et je ne pense pas non plus pouvoir payer mes factures avec mes films YouTube. Enfin, mes clips vidéo. Tout ce qu'il y a au-dessus, c'est le succès. C'est la vente des disques, à tour de bras, des vues, des organisations pour des concerts. Enfin, sur plusieurs paliers. Il y a plusieurs paliers ensuite, une fois qu'on est passé par-dessus. Par exemple, s'il y a un YouTuber qui me regarde en ce moment, on parle de rétention d'audience. Ensuite, imaginons mon stylo, que c'est un flux d'énergie, que toute l'attention du spectateur, toute son attention, plusieurs spectateurs, fait monter une audition il y a une influence qui capte plusieurs personnes en groupe, l'émotion elle-même, et le désir de tendre l'oreille à quelque chose de beau, à une belle voix, à une belle musique, qui vous fait partir ailleurs, que vous aimez vraiment. Tout ça concentré dans le stylo. Matérialisé, bien sûr. Hein.
Par exemple, on est tous des imbéciles avec 40 000 exemplaires. Donc, on est tous des imbéciles. Ça a commencé à, vous voyez, juste à frotter seulement. Ça frotte, mais ça perce pas. Encore un autre exemple, avec YouTube. Plus il y a de vues, et plus il y a de j'aime, plus aussi l'audition peut percer. Pour Maman a tort, quand il y a eu seulement le single, avec 100 000 exemplaires, avec 100 000 exemplaires, on va dire que que ça aurait percé juste ce qu'il faut, hein. Pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Ça a juste fait une toute petite empreinte dans l'histoire, mais vraiment pas beaucoup. Alors, pour l'album Cendres de Lune, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? Matérialisé, comme je vous ai expliqué maintenant. On est arrivé un petit peu comme ça avec l'album. Là, je peux vous montrer, attention pas que vous vous trompez aussi. Ça, c'est de nos jours, ou même, c'est même presque, même déjà un peu plus vieux, mais quoique, il y a encore beaucoup d'artistes qui continuent avec les CD parce que la qualité de la musique sur le CD, sur ce support, le CD, c'est bien mieux par exemple que la musique en ligne. Et puis là, attendez, je vais profiter parce que je pense que vous l'aurez assez vu celui-là. Hein. Mais là, vous voyez, il y a Polydor. Et je vais profiter encore. Je pense que ce sera quand même la dernière fois que vous verrez tout le temps cet album. Je voulais quand même vous montrer encore quelque chose de très intéressant. Là, elle avait 25 ans. Ah, 25 ans. Alors, pour l'album Cendres Lune, seulement le problème, le temps passe. Il n'y a plus l'effet de surprise. Les gens connaissent l'album, connaissent les chansons. Il y en a qui adorent, hein, bien sûr, il y en a qui adorent, qui font tourner en boucle leur vinyle ou la cassette. Mais la vente de disques diminue. Les gens, ils connaissent. Et quand je vous dis qu'il faut beaucoup de patience pour percer dans le monde de la musique, eh bien, parce que plus tard, ça sera le cas. Hein. Par exemple, avec plus le tube plus grandir, écrit par Mylène Farmer, qui justement sera récompensé d'un disque d'or, soit 50 000 exemplaires à cette époque. C'est-à-dire qu'un disque d'or, c'est 50 000 exemplaires à cette époque. Et surtout aussi, le style Farmer s'impose. La mort, la religion, l'amour, le sexe et la violence. Un disque de platine vaut aujourd'hui un disque d'or, 100 000 unités. Un disque de diamant vaut 500 000 exemplaires. Le tout basé sur des ventes de disques physiques. Physiques, vous comprenez? Juste pour vous dire que les musiques en ligne ne sont pas prises en compte pour des récompenses. Sans parler de l'intelligence artificielle qui montre son bout du nez et qui c'est pas bien tout ça. Ça va tuer à petit feu les artistes connus. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que tout ce qui est numérique, c'est une catastrophe. Avec le temps, le stylo, le succès repart en arrière, inexorablement, ça. Et
il repart en dessous. L'audience redescend. Mais c'est alors là que Laurent Boutonnat, impatient, je dirais impatient de vraiment montrer son talent, débordant de talent, dans la même année, 86, il réalise le court-métrage Libertine. Libertine, il s'est imaginé et il va réaliser, c'est un adjectif libertine, et ça peut être aussi un nom. Donc, c'est Libertine et Mylène Farmer. C'est un personnage. Et à partir de là, attention mesdames et messieurs, petits enfants, attachez votre ceinture. L'audience est démultipliée, c'est-à-dire que ça explose carrément. Démultiplié par déjà par la chanson, mais surtout l'image, parce qu'en plus de ce clip vidéo, il y a une histoire, vous avez l'image, plus la chanson Libertine, plus Mylène Farmer, qui, ensuite de ça, pose nue à l'intérieur, dans l'intérieur du clip. Non, c'est pas pour ça que ça attire les gens, hein. Ça je vous rassure. Hein. Mais tout ça, tout ce mélange, en fait, tout ce mélange, un clip vidéo, mais en fait, sous forme de court-métrage. Techniquement parlant, c'est un court-métrage. Et le succès explose littéralement. Littéralement. Ça fait une explosion incroyable. Une explosion, ça fait boum, badaboum, paf, feu d'artifice. Ah, feu d'artifice. Dans l'histoire de la musique, il y avait, avant Libertine, le clip vidéo de la chanson de Michael Jackson, Thriller. Avant Libertine. Et il n'y avait rien d'autre. Il y avait le clip vidéo de la chanson de Michael Jackson, Thriller. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans un cimetière, Michael Jackson, dans un cimetière. Je ne vais pas tout en raconter. C'est pour ça que Laurent Boutonnat a lancé un gros pavé, un pavé de talent dans la mare du monde de la musique. Et un pionnier pour son pays, la France. Et Mylène Farmer, pour elle, c'est le départ grâce à cette sorte de tremplin qui l'envoie d'une manière foudroyante dans le succès. Dans cette réussite, sans de retour en arrière, les chansons qu'elle a écrites sont celles qui marchent le mieux. Pour remonter l'audience, il suffit de créer un best-of des années 80 pour remettre du carburant pour aller encore plus haut. Vous imaginez, le stylo, il monte les paliers, il monte. Elle a des fans fidèles qui la suivent depuis l'album Libertine. Son ambition, son talent incomparable. Même juste avant elle, il y avait Edith Piaf, une chanteuse française aussi, Edith Piaf. Mais jamais une telle envergure que Mylène est capable de focaliser sur un grand nombre gargantuesque de spectateurs. Jamais. Ses chansons charment. Ces chansons qu'elle a écrites concentrent une énergie positive que aucun autre artiste a réussi à drainer les spectateurs de cette façon. Quand je dis spectateurs, je vous parle même pas de la folie, du bonheur qu'elle procure d'aller la voir en concert.
d'aller voir son idole en chair et en os. C'est mieux que la fête de Noël. Ces œuvres musicales rassemblent autour d'elle des groupes d'hommes, de femmes. Elle voue un culte à ses fonds. Elle est profondément vénérée. Ses paroles, dans ses chansons, ce n'est même pas les oreilles qui écoutent. Mais on écoute les chansons de Mylène Farmer avec son âme, avec son cœur. Elle aide les gens. Rien qu'écouter Mylène Farmer, sa voix douce et céleste soigne, apaise, réconforte. Voilà la naissance d'une star. En France, c'est Mylène Farmer. Aux États-Unis, c'est Madonna. Elle est, et c'est pas moi qui l'invente, une reine. Dans la pop musique, elle règne en reine. D'autant plus qu'elle garde un voile de mystère qui fait que elle enchante petit et grand, de toutes les couches de société. Que vous le croyez ou non, je suis un métalleux. C'est-à-dire que j'écoute du heavy metal depuis mes 15 ans. Mais pour moi, Mylène Farmer, c'est mon jardin secret. Je fonds littéralement sur certaines de ses chansons. Alors que j'écoute aussi du death metal, je dirais que je suis passionné par cette femme. Son talent m'impressionne. Je suis ému. Alors voilà, cher spectateur, si tu m'écoutes encore là maintenant, c'est que toi aussi, tu es un vrai fan de Mylène Farmer. Mettez des pouces levés et un commentaire, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous aussi, parce que j'envisage de continuer à faire des reprises et des documentaires de cette déesse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur et surtout la santé. Très important la santé. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de vos parents aussi, s'ils sont encore en vie. Et ça dépend quel âge vous me regardez. Prenez soin de votre femme, votre mari, partenaire, de vos enfants. Et surtout, soyez heureux. Alors, à bientôt, cher public. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Faites-moi un commentaire si vous m'avez regardé jusqu'à la fin, parce que peut-être que j'ai l'impression de parler tout seul devant mon écran. Et je vous souhaite tout de bon. Ciao, à bientôt.